Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Patrimoine 24. Je suis Guillaume Notre-Goff, directeur général de WiseAM et suis ravi d'accompagner Patrimoine 24 sur cette animation. Ce nouveau webinaire est organisé ce mois-ci sur une thématique chère aux éditoriaux financiers ces derniers mois, à savoir la transition climatique et les opportunités d'investissement qui l'accompagnent. Difficile de dissocier cette thématique de l'approche ESG ISR, tant elle constitue l'un des fers de lance de cette thématique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui trois intervenants. Ramon Estruelas pour BNP PAM. Vous êtes titulaire d'une maîtrise Foreign Service de l'Université de Georgetown, ainsi que d'une maîtrise en économie de l'Université de Sienne. Vous avez obtenu un MBA à la Rotterdam School of Management. Vous avez tenu divers rôles dans l'industrie financière et êtes depuis 2016 Investment Specialist Senior pour l'équipe Global and Thematics Equity de BNP Paribas Asset Management, ainsi qu'analyste ESG certifié EFAS depuis janvier 2021. Ramon, bonjour. Bonjour. Pour la maison Aviva, donc Thomas Page-Lecuyer, vous avez été gérant de fonds actions chez Amundi pendant plusieurs années avant de devenir stratégiste macro et thématique chez CPRAM, où vous avez travaillé sur les méga tendances de long terme et les thématiques d'investissement responsable. Vous rejoignez ensuite Aviva Investors Senior en tant qu'investissement spécialiste sur la solution d'investissement thématique et ESG, où a été lancée une stratégie d'investissement en actions de transition climatique il y a 2 ans, qui a déjà plus d'1 milliard d'euros d'encours. Thomas, bonjour. Bonjour Guillaume. Et enfin, pour la maison Candriam, donc Nicolas Deltour, vous êtes certifié CIIA, Head of Client Portfolio Management Equities auprès de Candriam et en charge des relations investisseurs pour les stratégies actions de Candriam. Bonjour Nicolas. C'est bien ça. Bonjour Guillaume. Donc avant d'aborder l'impact notamment sur le segment du climat de l'entrée en vigueur de SFDR, vous nous redécrirez un petit peu ce qu'est SFDR, j'imagine, dans le corps de nos échanges. Ramon, est-ce que vous pourriez commencer par nous définir ce que l'on attend plus globalement par cette fameuse transition énergétique ? Oui, merci de nous avoir invités, très intéressante et un sujet qui est vraiment dans l'air du temps. Pour la transition énergétique, on pourrait la définir comme une transition qu'on est en train de vivre vers un mix énergétique qui va être différent à celui qu'on a aujourd'hui, qui probablement va être moins dépendante des combustibles fossiles pour produire de l'énergie et la distribuer. Donc, nous, on pense, et sur la base de la recherche qu'on a lue et des experts qu'on a parlé en climatologie et d'autres sujets, que ce n'est pas une transition qui va se déclencher et qui va s'arrêter dans 2 ans. C'est vraiment un processus long terme, puisqu'on est très dépendant des combustibles fossiles, pas seulement pour la production d'énergie, mais tous les produits dérivés, disons, du pétrole, du charbon, etc. Voilà ce qui nous offre, encore une fois, en notre opinion, une opportunité d'investissement très intéressante pour profiter de ce mouvement vers un mix différent. Merci Ramon. Donc effectivement, on voit, c'est de plus en plus dans l'air du temps, toutes ces thématiques. On a parlé des différents labels qui peuvent exister et en tout cas, les investisseurs sont de plus en plus sensibles à cela. Mais il y a aussi le règlement, tous les aspects réglementaires et notamment une nouvelle directive qui est sortie, Disclosure ou SFDR, qui va viser à cartographier l'univers des fonds selon leur appétence ou non pour les thématiques générales liées à l'ESG et à l'ISR et en particulier aussi sur le climat. Thomas, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cette cartographie SFDR va donner plus de lisibilité pour l'investisseur et en faveur du climat? C'est votre micro qui est coupé, Thomas, pardonnez-moi. Excusez-moi. En effet, c'est très important, SFDR, et surtout, c'est un petit peu un séisme sur le marché, puisque ça va donner beaucoup plus de visibilité. Pour rappel, SFDR, ça veut dire Sustainable Finance Disclosure Regulation. Et ça a un avantage, c'est que ça va donner beaucoup plus de transparence sur les investissements et ça va réorienter un petit peu les investissements pour donner de la cohérence. Aujourd'hui, c'est chaotique en Europe. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le cadre de l'investissement durable. Donc, on a des labels ISR, des labels ESG, LuxFlag au Luxembourg. Alors, je pense à Nicolas avec Towards Sustainability en Belgique, mais on a également le Greenfin en France. Et maintenant, on a SFDR qui va nous imposer des nouveaux articles et la taxonomie européenne. Pour autant, au niveau des investisseurs, on a les particuliers qui, eux,
n'ont pas vraiment de visibilité et également les professionnels qui n'en ont pas. Tout le monde est un petit peu perdu. Les exigences ne sont pas très claires et aujourd'hui arrive SFDR pour remettre de l'ordre et vraiment définir les points qu'auront à respecter les professionnels de l'investissement pour investir dans ce qu'on appelle le vert. Donc, c'est très clair puisque ça va nous cartographier l'investissement en 3 grandes classes, très clairement. La première, c'est l'article 9 avec des objectifs de performance extra-financiers qui vont directement s'inscrire dans les exigences de la taxonomie européenne et quoi qu'il arrive, orienter les flux vers l'investissement vert. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, l'article 8 qui va être tous les fonds qui vont intégrer des critères extra-financiers. Donc, c'est pas forcément climatique ni environnemental, ça peut être également du social ou de la gouvernance, mais tout ça, tout ce qui va intégrer donc du sustainable d'une façon ou d'une autre ou de l'ESG vont être en article 8 et tout le reste va être en article 6 et donc est voué à disparaître à 5 à 10 ans, quoi qu'il arrive. Donc on a vraiment une cartographie très claire entre ces 3 pools pour les clients particuliers d'une part et les clients professionnels qui, quoi qu'il arrive, devront répondre à des exigences légales beaucoup plus strictes. Très bien, donc on voit très bien la volonté du législateur de drainer les flux de capitaux vers ces thématiques que l'on évoque là. Maintenant, avoir cette conscience sociétale qui nous touche tous de l'importance de financer des sociétés qui interviennent dans cette thématique, c'est une évidence. Mais chez Candriam, Thomas, Nicolas, pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi, au-delà de la virtuosité de l'investissement sur ce type de société, en quoi c'est source de performance aussi pour l'investisseur et en quoi ça le sera sans doute de plus en plus? Alors, c'est vrai que c'est une thématique intéressante en portefeuille sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est tout simplement en termes de lisibilité, de certitude, hein. Si on regarde l'état des marchés actuellement, la volatilité qu'on a pu connaître en 2020, les rotations massives qu'on a connues en 2021, finalement, au-delà de ces incertitudes, ressortent quelques certitudes, ou en tout cas convictions. La première, c'est que tout ce qui tourne autour de la santé est relativement immunisé contre les coûts budgétaires à court moyen terme. On imagine mal le gouvernement sabré dans un budget de sécurité sociale, ça reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Le monde se digitalise de manière encore plus rapide et plus massive suite au télétravail et autres nouvelles habitudes liées à la pandémie. Et puis il y a toutes ces considérations liées au réchauffement climatique d'une part et à la dégradation de l'environnement d'autre part. Donc, cette lutte contre le réchauffement climatique et cette protection ou meilleure protection de l'environnement, ce sont des thèmes qui immanquablement vont se renforcer. Ça en fait sans doute une des plus puissantes méga-tendances sur lesquelles on peut investir aujourd'hui. Et les autorités ne s'y sont pas trompées. C'est d'ailleurs probablement le deuxième grand facteur de performance moyen-long terme, c'est que les autorités vont intervenir tant sur le plan de la carotte que sur le plan du bâton. En termes de carotte, on a vu toutes les grandes ambitions et les grands plans avec des budgets gigantesques qui ont été mis en place en Chine, en Europe et plus récemment aux États-Unis. Le grand retour des États-Unis dans les accords de Paris, ça n'est pas rien. L'ampleur des plans signés par Joe Biden récemment, ça n'est pas rien. À côté de ça, on aura des contraintes, évidemment. Ces contraintes sont liées aux ambitions des autorités. Beaucoup de nouvelles réglementations qui sont juridiquement contraignantes visent à des réductions carbone, ou voire de la neutralité carbone, à des horizons relativement rapprochés, donc 2025, 2030, 2050. Tout ça, finalement, c'est demain en perspective économique. Et puis le troisième plan, donc au-delà de ces fondamentaux et des ambitions des autorités, mais tout simplement les flux de marché, les flux boursiers. Et SFDR, qu'évoquait Thomas, va y contribuer. Cet appétit de l'investisseur final pour des sociétés plus propres, pour des sociétés qui contribuent à une protection de l'environnement ou à la lutte contre le réchauffement climatique, ça va s'amplifier. Ça, c'est pour l'investisseur final particulier. Et concernant l'investisseur institutionnel, donc professionnel, évidemment, eh bien, toutes ces nouvelles réglementations, notamment SFDR, font que de plus en plus les portefeuilles vont devenir plus propres, ou en tout cas c'est la tendance qu'ils prennent, et ça va profiter aux mêmes sociétés immanquablement.
D'accord, oui, il y aura sûrement aussi un travail de pédagogie ou réglementaire qui sera initié par nos amis assureurs dans le référencement des unités de compte et peut-être que dans le futur, il y aura moins d'unités de compte qui ne seront pas classifiées en 8 ou en 9 qui seront potentiellement éligibles en tant qu'UC dans les contrats, mais ça, on le verra dans quelques années. Il y a un sous-segment dans ce que l'on vient d'évoquer là, c'est tout ce qui est évidemment les énergies vertes. On voit qu'en termes de volatilité, on a eu une année 2020 qui a été assez favorable pour les sociétés qui interviennent dans ce secteur-là. 2021 est un peu plus compliqué. Thomas, est-ce que c'est finalement un phénomène de mode ou est-ce qu'on est vraiment sur une thématique de long terme avec l'arbitrage nucléaire, pas nucléaire? Enfin voilà, il y a tout un environnement autour de ces énergies vertes. Qu'est-ce que vous en pensez chez Aviva? C'est vrai qu'on a vu vraiment l'année dernière, l'année 2020 a été, extrêmement porteuse pour tout ce qui était, énergie verte. Dans une année chaotique en termes économiques avec la pandémie, que l'on vit toujours, c'était assez astronomique. Alors, se rapprocher de la tech, les énergies vertes, on voyait des sociétés comme Neoen, hein, qui est le champion français du photovoltaïque, atteindre des performances de plus de 100. Je pense aussi à Siemens Gamesa dans l'éolien, qui augmentait donc, avec des performances à 3 chiffres. Donc c'est très impressionnant. D'un point de vue des marchés, on regardait un petit peu les énergies vertes, un petit peu comme la nouvelle tech, avec des valorisations extrêmes. Et pour autant, dès le début, d'année 2021, premier trimestre, on voit, des prises de profit assez fortes, hein. Le champion français du photovoltaïque, Neoen, que je citais précédemment, fait, quasiment moins 30 sur le premier trimestre. Alors tout de suite, on se dit: «Voilà, phénomène de mode, une année porteuse, et puis, soudainement, ça s'effondre. Finalement, les velléités, durables et vertes des gouvernements, s'effondreraient-elles également? Alors c'est plus compliqué que ça. C'est évident qu'en 2020, ces valeurs et ces secteurs ont bénéficié, des effets d'annonce. Alors, en fin d'année, il y a eu, tout le sujet Biden, mais bien avant, il y a eu quand même le plan de relance européen post-Covid, qui allouait, entre 300 et 400 milliards pour la relance verte. Donc ça a joué très clairement, c'était très porteur sur les marchés. C'était surtout un effet d'annonce, hein, parce que les flux ne sont pas encore là. Maintenant, une fois que l'effet d'annonce est passé, on prend les bénéfices parce que, les valorisations sont largement excessives. Alors, on pourrait se dire ça sur le court terme, mais c'est oublier une chose, que citait Nicolas juste avant, c'est que SFDR, d'une part, et les exigences légales des institutionnels, alors je pense dans l'Hexagone notamment à l'article 173 ou l'article 29 qui vont obliger les professionnels à investir et à être beaucoup plus transparents sur l'investissement, environnemental et climatique, ils vont être obligés d'investir dans ces secteurs-là. C'est ce que disait Nicolas avec, la carotte et le bâton. On va les obliger, donc les flux, ils vont aller là. Même si les valorisations sont excessives, ces secteurs vont bénéficier des flux. Donc le marché, action ou le marché du crédit d'ailleurs, c'est, une offre et une demande, peu importe les valos, finalement. On le voit bien avec la tech. Alors, bien sûr, on ne va pas se fier qu'aux valos parce elles pourront paraître excessives, mais au moins tous ces flux arrivant sur ces secteurs, d'avenir ou en tout cas qui sont orientés par la régulation, vont obliger les autres secteurs ou les autres acteurs historiques à se dire: «Ouh là, les flux changent, bon, on n'a plus le choix, on se transforme». Donc Ouais. sur le court terme, ça peut paraître volatile, mais sur le long terme, c'est une tendance structurelle, très porteuse et qui de toute façon qui est en train de modifier totalement, l'économie de marché. Sur cette notion de flux, sur cette notion de régulation, Ramon, chez BNP, est-ce que vous considérez qu'il y a un arbitrage ou en tout cas qu'il y a une bonne, un travail à mener pour bien identifier les risques et les opportunités de cette transition énergétique et comment est-ce que vous les qualifiez? Comment est-ce que vous les travaillez, vous, chez BNP? Alors effectivement, c'est une thématique qui va être très corrélée ou très dépendante des changements dans la réglementation ou des décisions au niveau politique. Donc il faut bien, on se focalise beaucoup sur la partie réglementaire et comment ça peut avoir un effet sur le cours de certaines sociétés qui offrent des solutions environnementales. Et la deuxième partie, je crois, et ça c'est un peu en ligne avec ce que disait Thomas, sur les valorisations ou la façon de gérer ce type de thématique, je crois que c'est une thématique où, à cause du fait qu'on est en train de vivre une transition, ou quand il y a des transitions vers une source d'énergie complètement différente, et même dans des transitions politiques, n'importe quelle transition, tu as beaucoup de dispersion entre les valorisations de certaines sociétés, et puisque, encore une fois, comme disait Thomas, il y a beaucoup d'innovation aussi au sein de ces types de sociétés. Et donc, c'est vraiment une thématique où on pense que la gestion active peut ajouter de la valeur.
puisqu'on doit être très agile dans la prise de décision. Et comme on a vu, il y a certains facteurs qui vont avoir un impact sur l'évolution d'un cours et qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux ou le potentiel de croissance de la société, dans un domaine qui nous montre des chiffres de croissance incroyables. Le solaire résidentiel, plus de 15% de croissance annualisée estimée par le sell-side, par la recherche et des analystes. Et donc, la façon de le faire, nous, c'est de combiner une vraie connaissance de ce qui se passe au niveau macro, parce qu'on voit que c'est bien lié, avec une gestion très agile pour essayer de nous positionner très rapidement et d'éviter certains facteurs de risque qui n'ont rien à voir avec les sociétés. Je crois aussi qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui, et ça on l'a vu le mois de mars de cette année, mais aussi le mois de mars de l'année précédente, pour des raisons différentes, qui sont un peu préoccupés de la valorisation, de l'augmentation de l'inflation qui vient avec une récupération économique et qui pourrait bien sûr avoir un effet négatif sur la valorisation de cette société, pour la montée des taux d'intérêt long terme. Tous ces éléments plutôt techniques vont avoir un effet bien sûr sur la valorisation de certaines des autres sociétés, mais le macro, le mouvement politique, pour vraiment essayer de, décarboniser rapidement le système énergétique, de capturer le carbone. On ne peut pas enlever l'excès de dioxyde de carbone de l'atmosphère, c'est impossible. Et là, je ne sais pas si vous connaissez, je suis sûr, une voix que nous, on apprécie de Jean-Marc Jancovici, le fondateur de Carbone 4, qui explique de façon très pédagogique pourquoi. Donc, l'objectif, c'est de décarboniser fortement et rapidement beaucoup d'investissements de CAPEX dans les services aux collectivités, dans les industriels, dans la tech, etc. et le combiner avec innovation, surtout dans la partie de stockage d'énergie, les batteries en effet, et dans la capture de carbone. Une combinaison de macro, connaissance d'innovation et agilité, ça devrait marcher. Dans la continuité de cet échange, Nicolas, vous chez Candriam, on voit qu'il y a des sociétés qui ont des valos qui peuvent, pour certaines, être un peu excessives, d'autres moins. Enfin, comment est-ce que vous faites, vous? Quels sont les critères que vous screenez plus particulièrement lorsque vous observez une valeur dans l'idée de la faire entrer dans vos portefeuilles? Alors, comme le disait Ramon, dans des secteurs à haute disruption ou haut niveau d'innovation, la dispersion est importante. Donc, c'est important d'être très sélectif. Donc, l'approche, elle est en général fondamentale. Hein. On va vraiment dans le bottom-up, comme on dit. On va, de manière générale, garder les critères d'approche fondamentale. Il faut une société de qualité qui soit évidemment rentable, bien financée. C'est ce qui a permis la résilience de ce type de stratégie, notamment durant le crash du mois de mars 2020. Hein. Mais au-delà de ces aspects fondamentaux, la qualité intrinsèque et le potentiel de croissance des sociétés, il faut être cohérent. Si on met en place des stratégies liées au réchauffement ou à la lutte contre le réchauffement climatique, il s'agit d'abord d'être très sélectif en excluant évidemment tout ce qui pourrait poser problème en termes de pollution. Il faut ensuite être sélectif sur la thématique. Est-ce que les thèmes ou les sous-thèmes qu'on choisit sont porteurs? Est-ce que ce sont des innovations quelque part porteuses d'avantages compétitifs, donc de rentabilité, de maintien des marges, de maintien des parts de marché à long terme, bref, une vraie réponse sociétale, mais avec un positionnement marché fort. Et enfin, il y a l'intégration finalement de toutes ces considérations liées aux questions durables dans l'analyse même l'analyse fondamentale, l'analyse financière des sociétés. Un exemple, eh bien, on évoquait tout à l'heure les nouvelles contraintes réglementaires qui vont fleurir un peu partout sur la planète. Est-ce que les sociétés en tiennent compte? Est-ce qu'elles ont anticipé ces contraintes et opportunités? Ça nous permet de mieux évaluer leur potentiel de croissance pour le futur. Et puis ça ne s'arrête pas là. Il y a l'exclusion des mauvais, la sélection des meilleurs, et puis comment on les accompagne? Comment on les accompagne avec une politique d'engagement? La mise en place, et nous sommes de plus en plus nombreux, asset managers à mettre ce genre de politique en place,
on a une politique d'engagement qui va accompagner, influencer les prises de décision, diffuser les meilleures pratiques pour faire en sorte que les sociétés dans lesquelles nous sommes finalement actionnaires convergent le plus possible vers ce que nous visons tous en termes sociétaux. Ça transpire finalement à travers toute la gamme. Et enfin, certains critères sont liés à des indicateurs qui sont même liés à SFDR, qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Ce sont justement les objectifs. Est-ce qu'il y a un objectif climatique dans la politique d'investissement de la stratégie? C'est notre cas. Est-ce qu'il y a des indicateurs d'impact? Et ces indicateurs d'impact, le plus fréquent, évidemment, celui qui transpire un peu partout dans la gamme des asset managers, c'est l'empreinte carbone. Quel est le niveau de l'empreinte carbone des sociétés en portefeuille? Quel est le niveau de l'empreinte carbone du portefeuille global? Et est-ce que la société de gestion met en place des instruments pour compenser cette empreinte carbone? C'est évidemment notre cas. Donc, Cordiam investit dans des certificats pour compenser l'empreinte carbone de son portefeuille. Très bien, très clair. On a parlé un petit peu des énergies renouvelables, Thomas. On a parlé des bons élèves, des mauvais élèves, de sociétés un peu plus récentes que d'autres. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez l'impact de cette transition climatique se faire sur les marchés et potentiellement sur des sociétés qui ne l'ont pas encore mis en œuvre, mais qui se rendent compte qu'à travers les flux, si elles veulent continuer à voir leur cours de bourse évoluer, avoir des actionnaires qui s'intéressent à leurs valeurs, vraiment prendre en compte cette transition climatique? Alors oui, bien entendu, ce qui se passe donc sur les nouveaux plans de relance et les plans d'investissement vert, c'est de nature à faire bouger les lignes. La transition climatique, elle ne se cantonne pas qu'à ces secteurs d'activité-là. Même si on va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, les énergies renouvelables, finalement, c'est une part pas si grosse que ça de la transition climatique. La transition climatique, c'est pas nécessairement une façon nouvelle de produire et de consommer de l'énergie. C'est une transition économique. C'est un changement de paradigme total sur les marchés et dans les entreprises, puisqu'elle va nous impacter tous. Du jour au lendemain, on ne peut pas dire bon, on est là, on est dans le dur, il faut qu'on ait des éoliennes et des panneaux photovoltaïques sur notre toit pour changer. Bon, s'il pleut, on n'aura pas d'électricité ce soir. Ça, c'est pas possible. Même principe en ville, par rapport à tout ce qu'on a. Imaginez un petit peu qu'il n'y ait pas de vent et il n'y ait pas de soleil. Bon, pas de métro aujourd'hui. Tout ça, c'est absolument pas possible, à l'échelle, mais de tout. Donc, c'est ce qu'on appelle la transition climatique, qui est en fait une transition économique. C'est un changement de modèle et un changement de vie total. Alors aujourd'hui, on nous parle simplement donc de ces plans de relance verts pour le durable, le recyclage, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, la mobilité durable, tout ça. Donc on parle beaucoup de voitures électriques, mais finalement, ce qui compte, c'est que on arrive à vivre avec notre modèle de vie. Donc là, on parle d'Europe continentale, mais c'est pas pareil dans les pays développés, dans les pays émergents, tout en transitionnant afin d'atteindre maximum 1,5 ou 2 degrés d'ici d'ici la fin du siècle. Alors ça, cette transition, elle est très compliquée puisque c'est pas les plans de développement qui ont été annoncés sur les marchés et on va dire le feu qui anime les énergies renouvelables sur les marchés qui vont nous aider à la transition. Pas du tout. En revanche, les flux qui portent ces secteurs vont faire dire aux acteurs historiques, donc je pense aux énergies traditionnelles, aux services aux collectivités ou plus largement aux sociétés industrielles très connues que nous connaissons, qui vont de moins en moins bénéficier des flux, voire plus du tout, et en plus faire partie de filtres d'exclusion quasiment automatiques. Donc à terme, ils vont perdre tous leurs actionnaires. Et eux, en fait, vont devoir repenser, on les force à repenser leur modèle économique. En modifiant leur modèle économique, ils vont modifier les habitudes des gens et également modifier les habitudes de travailler, de faire du business et de vivre finalement, mais au fur et à mesure, vraiment lentement. Donc on le voit à toute petite échelle, mais voyez comment Total et BP, sans rien dire, sont en train de se transformer complètement. Pourquoi ils le font? Pas forcément par velléité, initiale, mais simplement, parce qu'ils n'ont pas envie de disparaître. Oui. Les flux et la régulation donc vont porter les petits acteurs qui vont dans le sens du vert avec des guillemets,
vont par les exclusions faire disparaître ceux qui ne prennent pas ce chemin, et donc ils sont obligés de se transformer, de prendre le chemin de la transition climatique ou également transition énergétique et donc transition économique, et donc nous accompagner tous à changer d'ici la fin du siècle. Mais ça va être très long, c'est une modification de modèle économique beaucoup plus profonde qu'on imagine. Donc on voit bien quel est le rôle important de la finance au sens large dans cette transition énergétique et dans tous ces secteurs-là. C'est le rôle le plus important. C'est ça, c'est ça. Il nous reste très peu de temps, donc peut-être pour terminer, Nicolas, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi tout ce que l'on vient d'évoquer et les thématiques approchées, comment est-ce que tout cela se traduit dans la stratégie climatique des fonds gérés par Candriam? Alors, notre approche, finalement, elle va se concentrer sur des sociétés porteuses de solutions. Comme le disait Thomas, les énergies renouvelables, c'est bien, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Il y a toute une série d'autres segments de solutions, notamment technologiques ou industrielles, qui correspondent simplement à du bon sens, hein. La principale source de réduction d'émissions de CO2, c'est simplement une meilleure efficacité énergétique, industrielle, donc des voitures qui consomment moins, des bâtiments plus isolés, des usines mieux organisées, optimisées. Et donc, on va viser vraiment ces porteurs de solutions, soit qui atténuent les émissions de CO2, soit qui permettent de rattraper le coup derrière, hein, donc de nettoyer des flux, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment le filtre thématique. Ensuite, et Thomas l'évoquait aussi, l'investisseur vote avec son portefeuille quelque part. Et donc, le fait d'orienter les flux vers ces sociétés, ça les influence. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est cette politique d'engagement que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on agit en termes en actionnaire actif et positif. Et enfin, la troisième approche de Candriam, c'est de rétrocéder 10% des frais de gestion à des projets de reforestation, de construction, de revalorisation du biogaz, ce genre de choses, pour aider le monde à décarboner et aussi à compenser l'empreinte carbone elle-même des sociétés qui seraient présentes en portefeuille et qui, pour produire leurs solutions, évidemment, utilisent de l'énergie. Très clair, merci beaucoup Nicolas. Ramon, de votre côté, peut-être un résumé de votre vision à long terme de cette thématique et puis plus particulièrement, une manière prosaïque, comment tout cela se traduit dans vos deux fonds, BNP Énergie Transition et BNP Earth, qui je crois est un long short. Exactement. Alors, je suis complètement d'accord avec les autres intervenants. On pense que la thématique est très porteuse et en plus, elle est poussée par la réglementation et les objectifs de plusieurs pays et plusieurs sociétés. Je suis complètement d'accord aussi sur le fait que c'est un changement vraiment c'est pas une transition énergétique, c'est une transition sociétale presque. Encore une fois, je mentionne M. Giancovici qui disait, tiens, dans un vidéo de Candriam que j'ai vu très intéressant, by the way, où il disait que pendant le Covid, on avait réduit les émissions de gaz à effet de serre d'environ 5%. On aurait besoin d'un Covid chaque année, quelle horreur bien sûr, mais c'est une tragédie, mais pour arriver et même pas à l'objectif de ne pas augmenter la température de la planète au-dessus de 1,5 par rapport à l'époque pré-industrielle. Donc, c'est vraiment une transformation, mais on pense aussi que dans les moments de transition, c'est le moment où on peut faire le plus, où on peut avoir les rendements les plus importants dans nos investissements. Parce que, comme j'ai dit, il y a vraiment de la dispersion entre le valo et il y a des investisseurs qui ne la reconnaissent pas ou qui n'ont pas la patience de le faire. Nous, comme on l'a traduit, depuis des années, on intègre nos critères ESG dans tous nos portefeuilles, mais on a créé un groupe dédié où j'appartiens qui lance des stratégies sur la base de cette thématique, soit avec des portefeuilles long only, disons, non, comme Energy Transition, soit une option d'investir dans les sociétés qui sont bien placées, qui ont moins de risques de transition, moins de risques physiques dans cette transformation, en se couvrant de certains facteurs que malheureusement ne sont pas liés à l'évolution de la société, mais puissent avoir un impact sur l'évolution du cours. Très bien, merci Ramon. Et puis enfin, Thomas, chez Aviva Investors, vous, comment est-ce que les échanges que vient d'avoir se traduisent dans vos portefeuilles? Et puis, est-ce que vous avez une manière d'influencer le comportement des sociétés que vous avez en portefeuille pour les aider à aller encore plus loin que la démarche initialement mise en œuvre?
Alors, pour répondre à votre première question, comme disaient donc Nicolas et Ramon précédemment, évidemment, on va chercher à investir dans les solutions. Donc, les solutions, c'est les solutions qui vont nous aider à nous adapter au dérèglement climatique et à atténuer ou limiter ces effets néfastes. Alors, ça, c'est un travail de fourmi. Il faut des analystes pour aller chercher vraiment les nouvelles innovations. Donc, on va toujours s'atteler parler des mêmes secteurs, hein, énergie renouvelable, mobilité durable, etc. Donc ça, c'est un travail qui finalement ne concerne qu'une toute petite partie du marché, beaucoup de petites entreprises. Ça reste assez embryonnaire à l'échelle du marché des actions européennes, même mondiales. Donc on fait ce travail-là, évidemment, qui est un travail de fourmi, mais surtout notre stratégie, elle s'intéresse également à l'ensemble de l'économie. À ce que je disais tout à l'heure, et ce que disait Ramon, c'est cette transformation sociétale. Elle concerne tout le monde et surtout elle concerne l'espèce humaine. Le risque, il est systémique et on est voué peut-être à disparaître. Donc ça ne concerne pas que les industriels ou les sociétés énergétiques, mais tous les secteurs d'activité. Donc on va chercher à aller voir toutes les entreprises de tous les secteurs et les aider à leur échelle à se transformer. Alors évidemment, on va aider une société de l'automobile à se transformer très profondément. Par contre, une société des médias, elle aura moins d'efforts à faire parce qu'à son échelle, elle sera beaucoup moins dangereuse pour le climat. Mais par contre, on va concerner tout le monde puisque si l'homme est voué à disparaître, même le secteur qui n'était pas exposé au risque climatique va disparaître. Donc tout le monde doit être concerné à son échelle. Et donc pour faire ça, évidemment, c'est par l'investissement et c'est très important. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui est en train de monter le plus sur les marchés, c'est l'engagement par le vote et par le dialogue, comme le disait Nicolas. Donc ça, évidemment, on est très, très impliqué dedans. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. On aurait pu y passer beaucoup plus de temps, évidemment, mais merci à tous les trois pour ces éclairages sur cette thématique. On l'a bien compris, c'est une tendance de fond, une tendance de futur, une tendance sociétale vers laquelle les flux ne peuvent que s'orienter de manière durable dans le futur. Merci à tous les trois. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire Patrimoine 24.